Bonsoir et bienvenue dans le débat parlementaire consacré au discours sur la situation de la nation, un exercice républicain qui tire sa légitimité de l'article 109 de la Constitution. Le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, a fait l'état des lieux du pays et s'est prêté, bien entendu, aux questions des journalistes ce jeudi 20 mai à l'Assemblée nationale. Décryptage du passage du Premier ministre devant la représentation nationale par nos invités que je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par ma gauche avec Boubacar Sanou. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Vous êtes également membre de la Commission des affaires étrangères des Burkinabés de l'extérieur, la KUBE, et vous êtes député du Congrès pour la démocratie et le progrès. Exact. En face de vous, Bourema Barry, qui est député du MPP, le Mouvement du Peuple le Progrès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Commission Défense et Sécurité, CODES. Exact. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, très rapidement, je m'en vais vous poser la première question. Honorable Sanou, sur la forme du discours, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'exposé du Premier ministre? D'abord, avant tout propos, c'est de vous remercier pour cet exercice auquel vous a donné pour permettre donc aux parlementaires de pouvoir toujours se prononcer sur certains sujets d'actualité. Effectivement, hier, nous avons, pendant près de 10 heures d'horloge, essayé de faire donc le décryptage de la situation nationale, politique, économique et sociale, à travers donc la déclaration sur la situation de la nation par son Excellence le Premier ministre. Alors, contrairement aux années antérieures et aux législatures antérieures, nous constatons que nous gagnons un peu plus en temps, parce que les années antérieures, souvent, la DSN allait jusqu'à minuit, mais cette fois-ci, nous avons pu tenir ça en 10 heures de temps, ce qui veut dire que nous avons pu économiser en temps. Et également, sous la forme, nous pensons que nous pouvons encore faire davantage, faire mieux, pour nous permettre de gagner en temps, de gagner en efficacité, et pour permettre donc aux populations de mieux appréhender donc cet exercice et qui, si on s'y prend garde, on risque d'être, avec le temps, donc d'être un peu folklorique. Alors, il faut donc trouver des mécanismes pour attirer, intéresser le maximum de personnes. Et nous pensons que des suggestions seront toujours faites au gouvernement et à l'Assemblée pour que donc la DSN soit vraiment un rendez-vous donc entre le gouvernement donc, et puis ses administrés. Justement, le chef du gouvernement a fait son exposé en 55 minutes chrono. Après, sur la question, sur les questions des députés, on a constaté qu'il y a eu plus de 4 heures de questions des députés. Voilà, c'est pourquoi nous disons que... Le jeu en valait la chandelle. Bon, quand nous prenons les réponses qui ont été données par le président et le Premier ministre, nous pensons que réellement, quelque part, nous avons sacrifié 4 heures pour rien. Et peut-être que cette situation s'explique par le fait peut-être que jusqu'à présent, nous n'avons pas commencé l'exercice des questions orales, des questions écrites au gouvernement. Nous pensons donc que si certaines questions... De la 8e législature. Voilà, de la 8e législature. Si certaines questions, et si effectivement nous avions abordé donc la phase des questions orales et écrites aux membres du gouvernement, il est fort probable qu'avant dans cet exercice, beaucoup de questions auraient déjà eu les réponses donc à travers cet exercice avec les membres du gouvernement. Et probablement donc nous aurons sacrifié moins de temps à poser ces questions. Okay. Honorable Barry, est-ce que justement ces 4 heures de questions des députés pourraient se traduire par le fait que dans les 55 minutes d'exposé du Premier ministre, les députés n'ont pas peut-être saisi clairement l'état de santé du pays? Merci. Avant de répondre, permettez-moi donc de féliciter son Excellence M. Christophe Dabiré, Premier ministre, pour la réussite en tout cas de cet exercice républicain, vous l'avez dit, prévu par l'article 109 de notre Constitution. Bon, par rapport à cette question, je pense que le format, c'est à nous, entre les deux institutions, l'Assemblée et la primature et l'exécutif, de voir quel est le format idéal pour permettre en tout cas non seulement de prendre en compte les préoccupations donc des députés et permettre également à ne pas traîner en longueur, parce que comme il l'a dit, souvent si on a des DSN qui partent jusqu'à minuit, c'est pas évident que l'on suive. Mais je pense que... Il y a un format qui a été proposé sous la 7e législature. Oui. Oui, on réduit c'est ce format exactement qui a été reconduit, hein.
Ça veut dire qu'on réduit un peu, on définit le temps de parole, le temps des questions, mais ce n'est pas mauvais en soi. Parce que le fait que les députés portent les préoccupations donc, au niveau donc, de l'exécutif et que les populations à la base les écoutent, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire que ces députés qui ont été élus, qui ont un électorat à la base, ont connaissance donc des préoccupations de leur localité. Et bon, il le dit, des réponses ne sont pas satisfaisantes. Je dis non, le Premier ministre a clairement indiqué que loisible est aux députés, en tout cas de convoquer donc les ministères sectoriels pour pouvoir avoir des réponses précises par rapport aux questions donc de leur localité. Je pense que c'est une très bonne chose, mais le format peut être amélioré dans la concertation en lien avec donc les deux pouvoirs qui sont l'exécutif et le législatif. Est-ce que le Premier ministre a su traduire fidèlement la situation du pays? Bien sûr. Voilà, quand vous avez suivi, le Premier ministre a clairement traduit en matière, donc il a évoqué donc, toutes les questions qui concernent donc, la nation, notamment la question sécuritaire, qui est une des grandes préoccupations du moment. Le Premier ministre s'est beaucoup attardé sur la question pour dire il y a eu des acquis, il y a eu, comment on appelle ça, en 2020, nous avons pu mener de grandes activités, ça veut dire que c'est grâce donc, aux actions du gouvernement, il y a eu un peu recul donc de ce phénomène terroriste, mais il a bien souligné en 2021 il y a recrudescence, donc il a appelé les fils et les filles de ce pays à l'union sacrée, car seule cette union sacrée pourra venir à bout donc de ce terrorisme. La situation de la nation telle que présentée par le Premier ministre renvoie à l'année 2020. Qui a été, il a reconnu, qui a été une année vraiment éprouvante pour le Burkina, il l'a reconnu. Vous, en tant que député, député à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez perçu clairement la situation du pays dans son exposé? Bon, quand nous prenons les grands axes majeurs, nous pensons qu'effectivement le discours traduit donc les grands axes majeurs de la gouvernance, c'est-à-dire que la question de la relance économique, la question de la sécurité et subsidiairement, on peut donc agreffer à cela la question de la réconciliation nationale. Mais il faut forcer de reconnaître que du moment que le discours n'a été remis aux députés que sur place, du moment que les annexes, les gens ont découvert donc les annexes sur place, et on peut dire que c'est ce qui explique la quantité, la floraison donc des questions que les gens ont eu à poser au Premier ministre. Et quelque part également, bon, c'était un peu difficile à assimiler. Voilà, et lorsque nous prenons son discours, moi j'ai pris le soin de le relire. Bon, il y a quand même certains fléaux qui aujourd'hui nous devons les combattre, mais qui n'apparaissent pas clairement donc à travers son discours. C'est comme si, notamment la corruption, quand même qui n'est pas fortement traduite donc dans cette DSN. Il y a la fraude fiscale et douanière, la fraude liée à l'or, qui aujourd'hui sont une véritable hémorragie donc, pour notre économie nationale et pour le budget de l'État. Mais clairement, donc ça ne ressort pas, alors qu'aujourd'hui, nous savons que, quelque part, en plus du terrorisme, nous pouvons dire aujourd'hui, donc ce sont les véritables facteurs qui empêchent donc, effectivement donc, notre pays d'avancer. Alors donc, il aurait fallu quand même que nous puissions également constater donc, l'accent que le gouvernement donc, met à prendre en compte donc, ces phénomènes, ces flots. Mais malheureusement, en tout cas, dans son discours, cela n'est pas clairement ressorti. Grosso modo, pour évacuer cette question de forme du discours du Premier ministre, il y a des députés aussi qui se sont plaints enfin, de ce que les documents, le discours sur la situation nationale ne leur soient remis qu'au jour J. Ils ont exprimé justement... ils ont dit qu'il fallait qu'ils reçoivent ces documents 48 heures avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, effectivement, dans le règlement intérieur de l'Assemblée, il a dit que les discours doivent parvenir 48 heures avant. Mais bon, maintenant, la réponse du Premier ministre, bon, elle est très claire. Le gouvernement n'était pas au courant qu'effectivement, les documents devaient parvenir 48 heures à l'avance. Maintenant qu'ils sont informés, nous attendons de voir donc la prochaine fois si c'est le même argument qui nous sera servi. Mais pour cette fois-ci, nous pensons que l'excuse est à accepter, parce qu'il nous a fait savoir qu'il l'ignorait, et nous le croyons, et nous attendons donc la prochaine fois pour effectivement vérifier donc de sa bonne foi.
Oui, allez-y. D'accord, merci. Je pense que à ce niveau, il faut être très clair. Hein. Le Premier ministre l'a reconnu, il a pris bonne note donc, de la préoccupation. C'est un des préalables soulevés par un de nos collègues qui disait qu'effectivement, il souhaitait que les députés, conformément donc au règlement de l'Assemblée nationale, puissent recevoir le document à temps. Mais le Premier ministre a rajouté, son Excellence a bien dit qu'il s'agit d'un discours. Donc, seul le prononcé fait foi. Même quand vous lisez le document, en bas de page, c'est clairement écrit. Donc, c'est aussi des questions de réglage. Parce qu'on peut amener, comment on appelle ça, un document, et l'actualité peut évoluer 48 heures après. Donc, on va venir dire autre chose. Ça peut aussi poser, en tout cas, des questions d'incompréhension. Le Premier ministre l'a clairement dit. La situation de la nation, comme je l'ai dit, renvoie à la situation de la nation en 2020. Oui. Je veux dire, il y a l'annexe aussi qui montre clairement ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, oui. et qui pourrait être remis peut-être aux députés. Oui, comme je l'ai dit, en fait, effectivement, c'est un discours sur la situation de la nation, mais une actualité récente, aujourd'hui en 2021, si elle concerne, donc c'est une préoccupation majeure, le Premier ministre ne saurait l'ignorer. Donc, dans son discours, nous avons vu les manifestations donc, des scolaires. Ce n'est pas né en 2020, c'est tout à l'heure par rapport aux réformes. Le Premier ministre était obligé de revenir sur cette question. Et les données également peuvent évoluer, comme c'est une dynamique. Le développement, c'est une dynamique. Effectivement, ces données peuvent évoluer à un certain moment. Mais n'empêche, le Premier ministre a été clair qu'il a pris bonne note. Ils vont régler, faire ce tâtelage avec l'Assemblée nationale et prochainement, ça sera en tout cas en accord avec l'Assemblée nationale, ce qu'ils vont décider, c'est ça qui sera fait. Donc moi je pense que cette question est définitivement réglée et nous pensons, il a si bien dit, au prochain donc, DSN, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau. La plupart de vos interventions, je vais parler de vous les députés, se rapportaient à vos provinces, aux routes, aux barrages que l'État n'a pas réalisé. Enfin, c'est ce qui a été relevé. Pourquoi? Eh bien, il faut le dire, députés que nous sommes aussi issus donc, de localités. Nous avons donc des populations qui nous suivent au quotidien. Nous, également, nous saisissons donc de leurs préoccupations. Et il y a la pression aussi qui est là. C'est une grande préoccupation dont fait face, en tout cas, ces populations. En tout cas, je pense qu'il est pratiquement un devoir pour nous députés de les faire connaître, de faire comprendre donc qu'effectivement nous suivons donc ces préoccupations et que la résolution de ces préoccupations nous tient à cœur. C'est vrai que le député est national, c'est un discours sur la situation donc, de la nation, c'est normal, mais je pense que il n'y a pas de problème à ce qu'on se prononce donc sur les préoccupations locales et également faire donc la synthèse au niveau national pour les grandes actualités. Ça ne pose pas de problème, c'est une question de timing, c'est une question d'organisation et je pense que ça peut être réglé. Mais il est difficile pour un député aujourd'hui élu donc d'une localité de venir, il y a une préoccupation pressante, une question donc de route, les questions sécuritaires, les questions donc même souvent alimentaires, de venir donc de se prononcer sur la situation de la nation sans les évoquer. Je pense que c'est légitime et permettez aux députés de s'exprimer parce que ça y va pour le bien donc de ces populations, parce que ces populations aussi font partie donc de cette nation. Oui, Boubacar Sano, vous avez du même avis. Oui. Est-ce que ce n'est pas diluer quand même enfin, le rôle du député qui est national? Parce que le député, il porte la voix du peuple, pas seulement de sa région ou de sa province. Oui, mais ce que vous n'ignorez pas, le député est issu d'une circonscription électorale. Bien entendu. Voilà, et moi je suis d'accord avec l'argument du député national parce que les actes qu'il pose ont un impact sur la vie nationale, notamment les lois qu'il vote. Mais il ne faut pas éluder le fait que le député est issu d'une circonscription électorale. Le député a un électorat. Le député, pendant la campagne, il a reçu des doléances. Il a eu à prendre des engagements, soit au nom de son parti, qui a un programme politique, soit au nom d'un candidat qui a un programme politique. Mais donc, souffrez qu'effectivement, si on se retrouve à l'Assemblée, que nous ne puissions pas nous taire, effectivement, sur ces préoccupations qui nous ont été soumises pendant la campagne. Et donc, ici fait que... En même temps, est-ce qu'on peut parler dans un ensemble général, au lieu de dire pourquoi il n'y a pas de route à Bobo-Dioulasso, par exemple, parce que vous venez justement de cette province, des Hauts-Bassins,
du oui, excusez-moi, est-ce qu'il ne faudrait pas dire quel est le plan détaillé du désenclavement de tout le pays? Non, mais vous savez que aujourd'hui, lorsque nous sortons, nous sommes en contact avec les populations, nous sommes en contact avec les militants. Vous savez, quand il y a les DSN, il ne faut pas qu'on se cache, hein, ce qui intéresse beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs, c'est ce que le député va dire qui impacte son quotidien. Ce n'est pas les grandes déclarations, ce n'est pas les indicateurs macroéconomiques, ça ne les regarde pas. C'est de dire, nous aujourd'hui, on a un problème de route, notre député appuie notre préoccupation devant l'Assemblée nationale, devant la nation, c'est ça qui nous préoccupe. Alors donc aussi, il faudrait que quelque part aussi, on puisse jouer aussi à ce populisme-là, pour permettre aussi, pour qu'on sache aussi qu'effectivement, les préoccupations qui ont été soumises, nous les avons portées. Bon, maintenant, peut-être que, comme il a dit, c'est de trouver un format autre que donc, le discours sur la situation de la nation, ou peut-être on va trouver, cela c'est fait sous la forme des questions orales, des questions écrites, mais peut-être aussi pour donner beaucoup plus de poids et d'ampleur, d'envergure à la chose, peut-être c'est de consacrer une journée à ce que les ministres puissent venir répondre aux préoccupations que les députés auront à leur soumettre par rapport à leur localité, et en présence du Premier ministre pour donner encore plus de poids et faire savoir donc aux populations que non seulement les députés portent leurs préoccupations au sommet, mais également que le sommet est à l'écoute également des préoccupations donc, voilà, soumises par les populations. Pour revenir dans les questions de fond, notamment pour ce qui concerne la situation sécuritaire, Brahma Barry, j'aimerais bien entendu revenir sur cet aspect-là. Est-ce que ce n'est pas assez méprendre justement sur le rôle du député, de faire croire que le député peut aider à réaliser des ouvrages, des infrastructures dans sa localité? Non, je pense que les députés également, quand nous partons en campagne, nous vendons donc un programme. Disons que nous sommes dans un ensemble des partis politiques. Ces partis-là ont une ligne, ont un programme de développement. Nous sommes des acteurs de ce programme. Donc le député ne peut pas se soustraire donc, dans la réalisation de ce programme. D'où il peut utiliser l'un de ses rôles fondamentaux conférés par la Constitution, le contrôle de l'action gouvernementale, pour actionner au niveau du gouvernement, pour dire, bon, vous avez prévu de réaliser la route Ouaïa-Titao-Djibo, où vous en êtes. Voilà. Vous avez prévu de donner un camp militaire à Titao, où vous en êtes. Ce sont des exemples, je cite ma localité, parce que effectivement, ce sont des grandes attentes de ces populations. Donc, en tant qu'acteurs de ces programmes, nous pouvons effectivement donner notre contribution. Voilà. Votre localité, votre province, le Loroum, qui est fortement ébranlée par les attaques terroristes, la réponse du Premier ministre vous a convaincu par rapport aux actions, aux remèdes qu'il applique pour contrer le phénomène? Vous savez, cette préoccupation, cette grande préoccupation donc, de notre nation, je pense que le Premier ministre l'a résumé. Quand il disait qu'il n'a pas de stratégie, moi je pense que ce n'est pas qu'il n'y a pas de stratégie. Non, c'est pour choquer. Pour choquer les Burkinabés. Pour qu'ensemble, pour dire qu'il ne s'agit pas d'une question uniquement du Premier ministre ou une question donc, gouvernementale ou une question d'un parti politique. C'est l'ensemble de la nation qui est attaquée et on a besoin donc des fils et des filles de ce pays pour que nous puissions venir à bout de ce terrorisme. Je félicite le gouvernement parce que récemment, effectivement, au niveau de ma province, il y a eu l'opération Wouné qui a produit des résultats. Dignité. Et cette opération a produit des résultats. Nous avons les retours donc, des populations qui sont satisfaits. Et nous avons demandé... Les populations ont commencé à regagner... Bien sûr, quand on partait dans la zone du Koumri, qui est dans le Yatenga, et même à Ingane, où il y avait eu ces prêches, Ingane, Poso, bon, il y a une relative accalmie. On ne dit pas que c'est fini. Bien sûr que nous demandons plus. Nous demandons une présence militaire accentuée. Nous demandons beaucoup d'autres efforts. Mais je dirais que cette opération quand même a permis de faire reculer ces bandits. Mais il faut travailler, il faut que le gouvernement, nous invitons le gouvernement à travailler, à pérenniser les résultats de cette opération. Parce qu'à chaque fois qu'il réalise une opération d'envergure comme ça, ces bandits reculent, même partent hors de nos frontières,
Mais après, ben, ils reviennent parce qu'eux aussi se réorganisent, eux aussi ils pensent comme des militaires, eux aussi veulent gagner du terrain. Donc il faut pérenniser en accentuant sur la présence donc, de la sécurité intérieure. Donc nous demandons au gouvernement de renforcer cette présence-là, notamment des commissariats, des brigades de gendarmerie. Également, il y a une grande préoccupation dans notre zone, c'est la question alimentaire. Ces populations n'ont pas pu cultiver. Donc nous saluons déjà des efforts du ministère de l'Action sociale qui fait beaucoup d'efforts, mais il faut en rajouter parce que effectivement la question alimentaire est là, elle est d'actualité, elle est cruciale pour la survie de ces populations. Par rapport aux attentes des populations sur la question sécurité, honorable Sanou, il y a des députés l'ont également soulevé lors de cette phase question, des populations qui alertent justement sur le mouvement de ces groupes armés terroristes et qu'à la fin il n'y a pas d'action de la part justement des forces de défense et de sécurité. Le Premier ministre qui a reconnu d'ailleurs des dysfonctionnements. Mais bien sûr, c'est effectivement le constat très très amer qui est fait sur le terrain. Et nous, comme nous l'avons dit, nous sommes des acteurs majeurs donc, de cette vie politique nationale. Les alertes, nous les recevons et nous pensons que si les alertes parviennent à des citoyens qui sont hors du circuit donc, militaire, reçoivent des alertes, et forcément donc, effectivement dans le circuit donc, de la défense de la sécurité, ces alertes parviennent. Mais malheureusement, le constat très amer qui est fait est que le plus souvent, il n'y a pas de réaction. Et là, on se pose la question de savoir, y a-t-il un dysfonctionnement au niveau du commandement? Y a-t-il un problème à prendre des décisions? Y a-t-il, souvent, on se demande réellement s'il y a un commandant même au bord des choses. Un commandement? Voilà. Donc, il faut que réellement, à ce niveau, du fait que les alertes sont données, il n'y a pas de réaction, alors, les populations se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, si l'alerte est donnée, la réaction devait être automatique. Et hier, vous avez vu qu'il y a un même honorable député qui s'est inquiété de savoir, effectivement, si à la limite nous avons une aviation. Parce qu'il est souvent inadmissible que les populations prennent les risques, au risque de représailles, de donner une information et qu'en retour, il n'y a rien. Et du moment qu'il n'y a ces rien-là, ça dit que ceux qui ont donné l'alerte ne sont pas protégés et peuvent même subir des représailles. Voilà. Donc il va falloir qu'effectivement, à ce niveau, que le commandement nous montre effectivement qu'il est à l'écoute et que, suite en tout cas aux alertes, et qu'il y a réaction pour rassurer les uns les autres. Oui, vraiment, Barry, qui est quand même de la CODES, la Commission Défense et Sécurité. Bien sûr, voilà. Donc je dirais qu'effectivement, il y a quelques différences, mais il ne faut pas peindre tout le tableau en noir. Vous savez, nos forces de défense et de sécurité viennent de loin. Il n'y a pas si longtemps, nous n'avions pas une armée digne de ce nom. Nous n'avons pas nous avons plutôt quelques regroupements. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais je dirais que les efforts qui sont faits au niveau, donc, au plus haut niveau du gouvernement, par son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, pour renforcer la capacité de cette armée, pour renforcer la réactivité, comme on le dit. Nous vivons dans des zones sensibles, nous savons qu'il y a des problèmes de réactivité, mais le gouvernement continue de renforcer cette capacité parce que ce n'est pas à tous les moments qu'ils ne réagissent pas. Nous reconnaissons qu'effectivement, il y a des moments où vous appelez, il n'y a pas de réaction. Mais c'est un travail qu'il faut pérenniser. C'est un travail de longue haleine. Le Premier ministre l'a dit hier, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va tout de suite là avoir une armée qui remplit donc tous ces critères. Donc nous disons qu'à ce niveau, c'est vrai, il faut reconnaître que tout n'est pas complet, mais il faut travailler à encourager ces FDS. Est-ce que ça ne va pas handicaper la collaboration entre forces de défense et de sécurité et population? D'autant que quand des populations donnent des alertes, il n'y a pas de réaction immédiate et que ces populations peuvent faire l'objet en tout cas de représailles de la part de ces hommes armés non identifiés. Il faut souhaiter que ça n'handicape pas. Ce que je peux dire à ma connaissance dans nos localités, en tout cas tous les jours que Dieu fait, que ce soit les VDP, que ce soit les populations, les alertes sont données, que ce soit nous-mêmes, en tant qu'élus nationaux, dès que nous avons une information, nous la donnons et nous demandons au gouvernement de renforcer. C'est pour ça, au niveau de la CODES, nous travaillons au quotidien à ce que ces secteurs ministériels, qui sont la défense et la sécurité, aient plus de moyens pour équiper davantage ces FDS, pour faciliter leur mobilité. Et disons qu'à un certain moment, vous avez suivi qu'il y avait aussi problème d'accessibilité des localités, notamment les mines.
Donc ça a beaucoup handicapé cette armée, la mobilité de cette armée. Voilà. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, vous voyez un peu, il y a des renforts qui viennent. Il y a le commandant en chef, le ministre de la Défense, Simsel, qui a fait plusieurs localités pour galvaniser les troupes. Et notre devoir en tant qu'élus nationaux, moi je pense que c'est davantage encourager cette armée, mais également davantage attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer les équipements, la logistique, et la formation également de ces FDS. Et les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, Honorable Sanou. Donc, moi, je veux d'abord que souvent les gens relativisent donc, certains propos qu'ils tiennent, qu'on n'avait pas d'armée. Je pense que c'est des propos qui, à la limite, même touchent à l'honneur de certaines personnes. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Burkina a disposé d'une armée. Voilà. Il se peut qu'il y ait des dysfonctionnements au sein de l'armée, mais ayons quand même le courage de dire que nous ne disposons pas d'une armée. Ça aussi c'est faux, parce que ceux qui sont aujourd'hui au front, ceux qui sont aujourd'hui au commandement, je pense que ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas des gens nés hier. C'est des gens qui ont été formés depuis des années, qui ont fait des écoles de formation, qui ont fait des écoles de guerre, et ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui. Donc il se peut qu'à un moment donné, il y avait un problème de coordination, et ça aussi, les factions ont toujours existé. Alors quand la politique s'est immiscée dans notre armée, il se peut qu'il y ait des factions qui soient créées, mais si aujourd'hui on essaie d'éteindre ces factions, mais cela ne veut pas dire qu'on n'avait pas une armée, on avait bel et bien une armée. Par exemple, quand on prenait la gendarmerie, qui est un corps de l'armée, mais la gendarmerie, elle est demeurée gendarmerie, elle a toujours été républicaine. Et quand on prenait les bérets rouges ou les génies militaires, mais c'est toujours des corps de l'armée. Alors donc c'est pour revenir donc à ces fondamentaux-là. Essayons de relativiser, essayons d'éviter donc souvent de toucher à l'honneur, à la dignité des gens en lançant certaines phrases comme ça. On n'avait pas d'armée, c'est maintenant que nous sommes en train de construire une armée. Non. Maintenant, par rapport à l'action des VDP, effectivement, c'est une action à saluer. Et nous pensons qu'il appartient, nous l'avons dit, vous savez, le Burkina n'est pas l'initiateur des VDP. Dans toutes les guerres, même quand on prenait aujourd'hui, ceux qui ont vaincu, par exemple, l'État islamique en Syrie et en Irak, mais en grande partie, ce sont les volontaires qui se sont engagés. C'est les gens organisés par leur communauté qui ont défendu donc leur communauté. Et donc, il appartient effectivement donc à l'État de mieux organiser ces VDP, de mieux les structurer et de puiser expérience d'autres cas similaires donc à travers le monde pour voir comment adapter donc nos VDP au format de l'insécurité que nous avons pour leur permettre donc de mieux accompagner nos forces de défense et de sécurité. Ok, on va vous permettre de préciser le fond de votre pensée rapidement. Très rapidement, non, je pense que personne n'a eu la prétention ni de dire que nous n'avions pas d'armée. Nous avions dit que nous n'avions pas une armée digne de ce nom. Il l'a reconnu. Nous avons dit qu'à un certain moment, de l'histoire de notre pays, il y a eu incursion de la politique. N'oublions pas, récemment, nous avons une faction, il a parlé de faction, il y avait le RSP qui était à la solde d'une personne et d'un pouvoir. Donc ce n'est pas une armée ici. Moi je pense que nous pensons, là où nous demandons, là où nous demandons, je finis de parler. Je pense que nous sommes là, nous avons dit d'encourager et de capaciter suffisamment l'armée. Nous avons dit de reconnaître que l'armée fait un travail formidable. Donc, le RSP avait un service de santé qui soignait tout le monde. Le RSP était... Non, attendez, il faut dire la vérité. Je n'ai pas... On aura d'autres occasions, d'autres plateaux. Merci. Venant de tous les corps de l'armée. Voilà. Donc il faut éviter de faire croire que le RSP était une milice. Merci, merci Boubacar Sanou, vice-président de l'Assemblée nationale, député du CDP et membre de la commission des affaires étrangères de Burkina de l'extérieur. Merci à vous, Boubacar Sanou. Merci également à Bourema Barry, qui est membre de la CODES. Vice-président de la commission défense et sécurité, député du MPP. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin du débat parlementaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.